Bonjour à tous. Du coup, c'est plutôt sympa pour moi de passer parmi les derniers parce que j'ai pu. Alors, je ne sais pas si ce que je vais dire va être raccord avec tout ce qui a été dit jusque-là, mais en tout cas, on a beaucoup parlé d'époque. On a beaucoup parlé en fait de l'influence du temps et de l'évolution finalement des arts à travers le temps. Donc là, ce que je vais essayer de voir avec vous, c'est pour ça que j'ai appelé ça une hypothèse de travail, parce que ce que je vais dire est basé sur un certain nombre comment dirais-je, d'informations que j'ai pu glaner, lire, découvrir tout au long des années et qui m'ont à chaque fois paru se connecter entre elles pour soulever une question fondamentale qui est la question de l'époque dans laquelle on crée. Donc je vais vous partager certaines de ces réflexions en essayant d'élargir vers la fin, vers la mise en application de certaines de ces réflexions sur le devenir de l'art et surtout, comment est-ce que de nouveaux artistes peuvent éventuellement se positionner dans leur temps? Qu'est-ce que ça veut dire être ou pas de son époque? Donc, l'époque comme co-auteur, ce que je voudrais dire en préambule, c'est que je vais lire un peu mon texte. S'il ne fait aucun doute pour personne que l'époque exerce une influence sur les auteurs, que ce soit par les évolutions industrielles qui s'y rattachent, ça a été évoqué tout à l'heure, effectivement, le, ce que l'industrie du cinéma attend d'un auteur, euh, les opportunités que ça peut lui rapporter, va forcément influencer cet auteur. Il va être conditionné par le contexte industriel dans lequel il s'exprime. Il ne fait également aucun doute que l'époque constitue un sujet puissant qui peut inspirer un artiste, puisqu'effectivement, la plupart des artistes essayent d'une manière ou d'une autre de parler de leur temps, de parler d'eux, de parler de problématiques qui leur sont contemporaines. Mais la question qui reste ouverte, c'est la question de sa contribution, la contribution de l'époque, sa contribution profonde au paysage cinématographique. De nombreux exemples tentent à suggérer que l'époque impose plus que des tendances, elle impose un véritable écheveau de paramètres complexes qui contribuent à relier entre elles des œuvres qui sont apparemment sans rapport entre elles, et à décider, en dépit de leur qualité propre, du destin de réalisateurs portant en pleine possession de leurs moyens. Ce que j'essaye de dire dans cette phrase compliquée, c'est que des films qui ne parlent absolument pas de la même chose, faits par des réalisateurs qui n'ont pas du tout le même style, ni la même inspiration, et qui ne s'entendraient pas entre eux, disent peut-être finalement à peu près la même chose. Ils ont peut-être un propos en commun qui les dépasse et qui les relie entre eux au-delà de la perception qu'ils peuvent en avoir. Et il y a aussi un autre paramètre qui est extrêmement intriguant, qui est pourquoi un réalisateur en pleine possession de ses moyens, dont le style a été acclamé, qui est capable de reproduire son coup de maître autant de fois qu'on le demandera, du jour au lendemain va se retrouver tricard ou tout simplement incapable de s'exprimer. Quelque chose a changé qui dépasse la limite de ses propres moyens. Il y a donc quelque chose que l'on ne contrôle pas pleinement, ni une part cachée de sa propre inspiration, ni la capacité que l'on a à être toujours recevable par le public. Évidemment, ce paramètre, c'est l'époque. Ce qui va nous amener à relativiser plus que prévu le talent de l'artiste pour mieux apprécier celui de son temps, aussi utile sur le plan cinéphilique qu'essentiel pour ne plus subir les données de l'industrie. Qu'est-ce que j'entends ici aussi? C'est que déjà, je pense que reconsidérer le rôle de l'époque et son influence réelle peut redéfinir un peu la manière de critiquer les films, la manière de les apprécier. Peut-être simplement pour dépasser le clivage bon, pas bon, réussi, pas réussi, mais plutôt pour apprécier leur rapport à une sorte de continuum qui se travaille et qui, on va le voir, travaille de manière multiple. Oui, c'est nettement moins rigolo là. Alors, mais on va essayer d'être un peu plus fun après. Alors, et puis l'autre élément important que je venais d'évoquer, c'est que peut-être qu'en comprenant effectivement le rôle de l'époque et comment fonctionne véritablement la mécanique du temps en train de se construire et du temps à l'intérieur duquel on crée, si on arrive à comprendre cette mécanique, ce que je ne prétends pas faire ici, hein, je prétends poser plus les questions que d'apporter les réponses, je vous rassure. Si,
sinon je serais déjà milliardaire. Si on est capable d'anticiper un certain nombre de ces questions liées à l'époque, alors peut-être que l'on peut s'extraire des contingences mécaniques de l'industrie pour les dépasser ou, dans le meilleur des cas, les réinventer. Donc, petite question un peu rhétorique, l'époque est-elle une ombre au-dessus de nos épaules ou bien un partenaire incontournable? Est-elle un simple producteur de nos œuvres ou un vrai co-auteur? Ceci étant posé, même si ça peut vous paraître encore un peu nébuleux, je vais commencer par un premier constat, c'est que le temps est sans pitié. Donc là, j'ai pris juste pour le plaisir le titre d'un film de Joseph Losey que j'aime beaucoup. Donc, le temps est sans pitié, ce qui veut dire que le temps s'exerce, que l'on soit un grand artiste ou non, quelque chose se passe qui s'impose à nous. Et le temps est une affaire de timing. Être un auteur est une affaire de timing. Et cela se voit notamment sur les œuvres longues. Les carrières longues vont nous montrer des carrières qui sont rarement, alors à quelques exceptions près que j'évoquerai, dans une constante. Un grand auteur n'est pas dans le succès en permanence, en dépit du fait que son talent, lui, peut être constant. Et surtout, un grand auteur peut se retrouver confronté à un désamour soudain qui ne se justifie pas, qui ne s'explique pas par la perte de son talent, par la perte de son inspiration. On va prendre un exemple assez fameux, le cas de Michael Powell. Donc Michael Powell, cinéaste anglais qui a enquillé succès sur succès des années 40 aux années 50, qui a réalisé quelques très grands films qui ont vraiment posé une qualité du cinéma britannique, avec des films comme Les Chaussons Rouges ou Le Narcisse Noir, par exemple, voilà, de grandes œuvres, et qui un jour a perdu son co-producteur et co-scénariste Emeric Pressburger, et pour combler ce manque, a accepté de tourner le scénario d'un inconnu qui lui avait envoyé par la poste. Et il s'est dit, ah super. Tout d'un coup, il s'est rendu compte que dans ce scénario, il y avait des choses dont il n'avait jamais parlé auparavant. Et avec tout le talent qu'on lui connaît, avec toute la vision qu'on lui connaît, il a livré ce film qui s'appelle Le Voyeur. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, donc Peeping Tom, qui a détruit sa carrière. Donc là, on parle de quelqu'un qui était au sommet, qui n'a quasiment jamais connu d'échec, qui était vraiment quasiment le joyau sacré du cinéma britannique. Sa carrière s'est quasiment arrêtée après ce film. Il a continué à faire des films, mais vraiment dans un anonymat quasi complet. Ça a été la fin. Ce qui est très étonnant parce qu'il s'agit d'une histoire de tueur en série. Exactement la même année, un autre réalisateur britannique d'origine, lui aussi, se renouvelle exactement de la même manière, en investissant le thème du tueur en série d'une façon tout aussi révolutionnaire, tout aussi choquante et tout aussi rentre-dedans. Mais évidemment, quand je dis tout aussi, c'est en termes de degré, mais pas de méthode. C'est Alfred Hitchcock avec Psychose, succès planétaire pour Psychose, deuxième carrière véritable, bon, il n'était pas dans le creux de la vague, mais véritable continuation de sa carrière pour Alfred Hitchcock et modernisation de son cinéma, mise au banc total pour Michael Powell. Évidemment, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que les deux ne traitent pas du tout la même chose. Il y en a un des deux qui utilise la violence de son époque, la permissivité accrue de son époque pour apporter une sorte de vent frais, de griserie de la violence, de la noirceur dans son cinéma, là où Michael Powell, lui, va nous montrer le cinéma en lui-même en tant qu'art mortifère. Donc c'est un cinéaste qui filme des jeunes femmes et qui les assassine en même temps. Et donc, tout en les cadrant, il les tue avec le pied de sa caméra. Film qui a traumatisé Brian De Palma, il a passé sa vie à refaire ce film, mais d'ailleurs ça a rarement été les meilleurs films de De Palma, ou en tout cas ses meilleurs succès quand il a voulu coller à ce film. Voilà pour l'anecdote, pour dire que, évidemment, vous avez bien compris, il y a quand même des paramètres qui ont un peu changé dans sa façon de faire. Mais néanmoins, pour ce réalisateur et pour d'autres, hein, j'aurais pu donner des exemples comme Akira Kurosawa, par exemple, qui ne connaît que des succès jusqu'à son film de Descaden en 1969, et là, c'est le bouillon total et disparition de la scène du cinéma japonais pendant 10 ans. On pourrait aussi donner l'exemple d'Orson Welles, consacré par Citizen Kane, mais tout en restant totalement cohérent avec lui-même, se met quasiment lui-même au banc du cinéma pour devenir véritablement un clochard du cinéma, avec tout l'amour que j'ai pour lui. Tout ça pour dire que quelque chose a changé qui n'est pas le talent de l'artiste, mais ce quelque chose fait que
cet artiste ne peut pas prétendre à lui seul contrôler sa carrière. Alors je vais être un peu long, je suis désolé. Bah, malheureusement, ça va être très long. Donc, certains réalisateurs le sentent venir, et plutôt que de subir le désamour du public, de subir véritablement un rejet de l'industrie, préfèrent se retirer. Ils sentent que l'époque est en train de changer. Ça va être le cas par exemple de Terrence Malick. Donc Terrence Malick réalise Les Moissons du ciel, et après ce film, alors je n'ai plus la date exacte, c'est peut-être 78 ou 79, et après ce film, disparition complète. Lui n'a pas été rejeté par l'industrie, il n'y a pas eu de blocus, il n'y a pas eu « ah bah non, si c'est signé Terrence, on n'en veut pas ». Non, mais il se retire. Et pendant 20 ans, il disparaît totalement. Donc il devient une légende vivante, entre-temps. C'est toujours cool pour faire un comeback. 20 ans plus tard, au fil d'un long processus que je ne vais pas détailler, il revient avec la ligne rouge. On peut se demander si la fin des années 90 ne lui était pas plus favorable que la fin des années 70. L'arrivée de la fin d'une époque, les années 70, lui l'a pressenti, a préféré ne pas la subir de front, c'est mon analyse, comme le vont la subir d'autres réalisateurs dont je parlerai tout à l'heure. Alors certains réalisateurs s'en sortent bien, c'est-à-dire que oui, l'époque change, oui, des contextes exogènes à leur œuvre ou à l'industrie s'exercent sur eux, mais ils arrivent à s'en sortir, c'est-à-dire à rester au top très longtemps. C'est ce que j'appelle les réalisateurs, les auteurs caméléons. On peut prendre l'exemple, par exemple, de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, c'est quand même un réalisateur à la base extrêmement atypique, dont le style est quand même a priori pas très séduisant en lui-même pour plaire à un très large public, qui n'a jamais fait aucune concession sur la dimension radicale de son cinéma, qui même l'a radicalisé de plus en plus pour en faire un cinéma totalement mental. On peut se demander pourquoi Stanley Kubrick, même s'il n'a jamais connu des succès planétaires. Ça a toujours été des films qui ont bien marché, mais ont surtout été consacrés plus tard. Mais néanmoins, Stanley Kubrick, c'est un réalisateur qui a toujours bien fonctionné. Comment ça se fait, compte tenu justement de la radicalité de son cinéma? Il y a un paramètre qui joue à l'intérieur de son œuvre, c'est que consciemment ou non, mais a priori c'est comme quelqu'un qui calculait beaucoup, il arrive toujours à intégrer à son cinéma, non pas en adaptant son style, il arrive à intégrer un paramètre qui est une petite donnée en lien avec l'époque. Il va traiter un sujet ou un genre qui est à la mode. Il fait un film sur la bombe atomique dans les années 60. Il fait un film sur la délinquance juvénile avec Orange Mécanique dans les années 70. Il adapte Stephen King au moment où il devient une star au début des années 80. Et puis, la Magic Touch commence un peu à faiblir. Donc il fait un film sur la guerre du Vietnam, mais dans les années 80, quand c'est déjà plus tout à fait la mode, ça marche encore, il n'est plus vraiment dans son époque. Après, on pourrait parler d'Eyes Wide Shut, qui est probablement un film où il a plus envie de faire un testament que de véritablement régler quelque chose, ou obtenir un succès. Donc c'est un cinéaste qui arrive toujours à glisser un petit paramètre à temps, il est toujours à temps, il est toujours à l'heure, en dépit du fait que son cinéma, a priori, lui, est totalement en dehors des modes et des époques. J'aurais pu donner l'exemple de Steven Spielberg, mais je vais manquer de temps. Je dirais simplement que Steven Spielberg est aussi un cinéaste qui se caractérise par sa très grande longévité. Et l'analyse que j'en donnerais, qui n'engage que moi, c'est que Spielberg, lui, pour le coup, ne travaille que des sujets liés au passé, que des sujets marqués par sa nostalgie ou par des problématiques anciennes, généralement des sujets qui ne sont pas à la mode au moment où il les aborde, mais son cinéma est tellement énergique, son cinéma est tellement capable de fédérer par son véritable talent de mise en scène qu'il arrive non seulement à faire passer des thèmes qui ne sont pas attendus par le public, mais à les rendre populaires, à en faire des modes. Donc là, on est sur quelqu'un dont la longévité vient du fait qu'il façonne en grande partie les modes lui-même. Alors ça c'est Orson Welles, hein, pour ceux qui ne le savent pas derrière. Donc, et puis un autre type de réalisateur qui s'en sort bien sur le temps, qui n'est pas trop affecté par l'époque, c'est ce que j'appelle l'auteur franchise. C'est-à-dire l'auteur dont le style est devenu tellement emblématique de son cinéma qu'on attend justement de lui qu'il soit imperméable aux époques, qu'on attend justement de lui qu'il ne parle pas nécessairement de son temps, même si
comme le disait tout à l'heure le précédent intervenant, forcément, il va exprimer quelque chose de son époque, il a quelque chose à dire sur son temps, mais ce que l'on attend de lui précisément, c'est des paramètres qui sont propres à son cinéma et non pas des paramètres totalement endogènes et non pas exogènes. Donc on peut avoir des exemples de longévité extrême comme Claude Lelouch, par exemple, comme Clint Eastwood, comme Woody Allen, ou même comme Hayao Miyazaki. C'est des cinéastes qui parviennent à parler malgré tout de leur présent, mais le font toujours à travers un style qui est avant tout ce que le spectateur vient chercher. Alors on pourrait dire la même chose de Kubrick, sauf que le grand public ne vient pas chercher le style de Kubrick, en fait. C'est un public de cinéphiles qui vient chercher le style de Kubrick. Tandis que le grand public vient voir Clint Eastwood, surtout si c'est lui qui joue dans son film, le grand public vient voir la patte Woody Allen, parce que c'est ça qu'on veut. Le grand public vient voir le cinéma d'Hayao Miyazaki. Et la question de savoir de quoi il parle passe en second. Du coup, nos époques ont-elles du talent, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'époque, en quoi l'époque existe-t-elle réellement? Est-ce que l'époque est un paramètre bien réel? On va voir qu'en fait, l'époque est quelque chose d'extrêmement cruel. C'est un coup près dont on peut observer la réalité de façon très concrète. Et d'ailleurs, il y a un piège dans lequel sont tombés de grands cinéastes, mais on ne peut pas leur en vouloir parce que c'était impossible de faire autrement. C'est qu'ayant été façonnés, ayant connu le succès, ayant été créés par une époque, leur façon de faire du cinéma devient, pour certains d'entre eux, indissociable de celle-ci. Or, leur capacité d'adaptation est plus lente que la capacité de l'époque à changer. L'époque peut changer très vite. Le réalisateur aura plus de mal à en prendre acte et à gérer le virage qui en résulte. Ce qui peut déboucher sur des carrières, soit qui s'arrêtent totalement, soit des carrières qui ne parviennent jamais vraiment à redémarrer. On peut prendre l'exemple par exemple de William Friedkin. Donc William Friedkin, cinéaste qui a connu deux succès monumentaux, j'adore cette photo, je la remets à chaque fois. Donc ça c'est William Friedkin sur le tournage de L'Exorciste. Il a connu, on voit que c'est un homme extrêmement modeste et très sain dans sa tête. Donc il a connu deux immenses succès en 71 et en 73 avec Le Parrain et avec L'Exorciste. Deux succès qui doivent beaucoup, précisément, à la liberté, à l'esprit très particulier qui régnait à ce moment-là dans ce qu'on appelait le Nouvel Hollywood. Donc William Friedkin devient un des fers de lance du Nouvel Hollywood. Il en devient quasiment l'incarnation. Donc que se dit-il? Très naturellement, mon troisième film va être la même chose, mais puissance 10. Donc il fait ça. Il fait Sorcerer, qu'on a vu l'année dernière au Ciné-Club. Voilà, Sorcerer, film un peu dément, mais film qui a été aussi une catastrophe pour lui. C'est-à-dire que d'un seul coup, William Friedkin se confronte à l'échec commercial total. Et il se rend compte que en fait, son film est sorti quasiment la même semaine que La Guerre des Étoiles. Et là, il se dit, mais attends, en 4 ans, tout a changé. Mon cinéma n'est plus ce que les gens veulent. Ça marche plus. Il faut que je change moi aussi. Mais William Friedkin reste un cinéaste profondément façonné par les années 70. Et il est très intéressant de voir comment il a essayé de faire La Guerre des Étoiles. Donc, c'est-à-dire que son film suivant s'appelle Cruising, qui est encore plus extrême que ça. Même Al Pacino l'a fait rayer de sa filmographie. Il ne veut plus en entendre parler. Si vous lui en parlez, il se lève, il s'en va. Donc, sa réponse à son besoin d'être à la mode est tout simplement l'expression de cette incapacité. Et chaque fois qu'il a essayé de l'être, chaque fois qu'il a même outrageusement essayé d'être à la mode, par exemple avec un film qui s'appelle Police fédérale Los Angeles, To Live and Die in LA, qui est quasiment une caricature du cinéma des années 80. Ils sont fringués comme il faut, ils ont les coupes qu'il faut, ils ont tout. Sauf que, pour ceux qui l'ont vu, c'est un film de malade mental, quasiment suicidaire. C'est un film de suicidaire, en fait. Donc on voit ça, c'est un peu comme le gars, une anecdote que j'avais lue il y a très longtemps sur Klaus Kinski. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un réalisateur, c'est un acteur très connu, mais aussi pour sa folie. Et donc un jour, il s'était très mal comporté sur un plateau. Et à la fin du tournage, on lui dit quand même, plus personne ne veut lui parler. Et il dit, je vais me racheter, je sais que je me suis mal comporté. Et il prépare une immense paella pour toute l'équipe. Et tout le monde est hyper content, ils viennent manger. Et au moment de servir la paella, il crache dedans, il s'en va.
C'est un peu ce que fait William Friedkin dans To Live and Die in LA. Il vous fait une super paella années 80, il crache dedans et vous avez un brûlot des années 70 en fait. Voilà. Autre exemple, Michael Cimino, réalisateur qui rencontre un succès monumental en 78 avec Voyage au bout de l'enfer, qui a pu lui faire croire à ce moment-là qu'il était de son époque. Manque de bol, il était déjà totalement obsolète. Mais lui ne le savait pas. Et personne ne s'en rendait compte. Je pense qu'un certain malentendu fait que le film est très bien reçu, alors que c'est un film qui ne dit probablement pas ce que la plupart des spectateurs ou critiques ont cru voir à l'époque. Il fait le même film 2 ans plus tard, cette fois-ci pour parler des origines de l'Amérique, pour parler de la conquête de l'Ouest. Ça s'appelle Heaven's Gate, les portes du paradis. C'est un tel échec que ça coule 2 studios en même temps. Coup de bol, il continue encore à faire des films, il fait encore 3 films après, dont un qui est très très bon, qui s'appelle La Nuit du Dragon, mais au prix de concessions qui sont énormes. Il a dû aller chercher un producteur italien, enfin bref. Pour lui, c'est la cata, alors qu'il a fait 2 fois le même film. Le deuxième vient nous confirmer qu'en réalité, son époque était déjà finie. Et puis, je commence à peine, hein, Franck. Et puis pour finir, non mais je préfère être honnête. Et puis pour finir, quand on fait un truc sur le temps, on prend son temps. Et pour finir, prenons l'exemple de John Milius. Donc John Milius, réalisateur qui a connu la gloire dans les années 80 avec Conan le Barbare, qui avait déjà fait des films très très bien avant, mais il fait Conan le Barbare. Il commet un énorme succès en 84 ou 85, je ne me rappelle plus des dates exactes, ne m'en veuillez pas, avec un film qui s'appelle L'Aube Rouge, qui est aujourd'hui un peu considéré comme un nanar, même si moi je l'aime beaucoup, mais qui a une sorte de truc totalement patriotique, mais plus complexe qu'il en a l'air. Enfin bref, énorme succès. C'est du cinéma souvent considéré comme le prototype du cinéma reaganien. On peut le discuter. C'est pas si simple que ça. Lui, il est très nietzschéen en fait. Il y a quelque chose chez lui qui dépasse le simple fait d'être dans un cahier des charges reaganien. C'est plus compliqué que ça. N'empêche que, il fait un film en 89 qui s'appelle Flight of the Intruder, qui aurait dû sortir en 90, qui sort en 91. Donc c'est un film de 1990. Arrêt total de sa carrière. Il n'a plus jamais réalisé un seul film. Donc on a quelqu'un qui sortait de plusieurs énormes succès. Il fait ce film, c'est fini. Parce qu'en 89, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe en 1989? Même les nuls en histoire. La chute du mur de Berlin. C'est la chute du monde bipolaire. C'est la chute de eux contre nous. C'est l'avènement d'un monde multipolaire. Ce que lui dit, c'est une profession de foi de eux contre nous. C'est la profession de foi de véritablement la meilleure stratégie de défense, c'est l'attaque. C'est un très bon film, moi j'aime beaucoup ce film. Mais c'est quand même un film de va-t-en-guerre totale. À ce moment-là, à une année près, c'est fini pour lui. Et il n'en s'en est jamais remis, il n'a plus jamais refait de film au cinéma. Est-ce que l'époque existe historiquement? Alors, en histoire, une époque, ça peut être très long. Hein. Ça peut être un siècle, plusieurs siècles. Bon, bref. Là, on parle d'époque au cinéma. Souvent, on a envie de les rattacher à des décennies. Alors, vous avez des gens qui vous disent, à juste titre, attention, les décennies, ça peut être trompeur. C'est pas parce que années 80, c'est 1980, 1990. Mais en fait, en vrai, c'est pas si simple, machin. C'est assez vrai. Néanmoins, on observe quand même des délimitations bien nettes de certaines époques. On voit par quoi ça commence, par quoi ça finit. Et là, je ne parle pas de paramètres liés à l'industrie, de paramètres exogènes liés à l'époque. Par exemple, alors là, je m'appuie totalement, parce qu'il est important quand même d'indiquer la base de la réflexion. Moi, cette réflexion est née d'une lecture il y a une quinzaine d'années qui a changé vraiment ma façon d'envisager la critique de cinéma, qui est la lecture de Jean-Baptiste Aurey. Donc de toute façon, moi je vous conseille de lire Jean-Baptiste Aurey. Vous pouvez m'écouter autant que vous voulez, bien sûr. Mais, et vous le repassez plein de fois. Et tout ça. Mais Jean-Baptiste Aurey, bon, c'est un peu universitaire. C'est un peu compliqué, c'est un peu pointu. Mais tout est dedans. Et pas mal de réflexions que je vous livre ici sont au moins nourries par cette lecture. 2 livres essentiels. Le cinéma américain des années 70, il faudrait qu'on ait un livre, il faudrait qu'on ait un exemplaire de ça ici. Bon, bah c'est parfait, donc 2, du coup. Le cinéma américain des années 70, et puis 26 secondes, l'Amérique éclaboussée, sur comment l'assassinat de JFK a servi
de matrice à tout le cinéma des années 70. Voilà. Alors ça, c'est assez incroyable, il faut le lire. C'est de très belles réflexions. On comprend, par exemple, en lisant Jean-Baptiste Aurey, que le cinéma des années 70, c'est vraiment un cinéma qui est encadré par, d'un côté, l'effondrement progressif d'une certaine vision conservatrice de la société, donc un rejet de celle-ci, hein, qui n'a pas commencé avec Nixon, en fait. Hein. En réalité, c'est un peu faux de mettre, je mets Nixon, mais en vrai, ça commence un peu avant et avec un président démocrate. Donc, le problème n'est pas vraiment là, mais de toute façon, on sait très bien que les démocrates aux États-Unis, c'est pas la gauche réellement. Donc, on va pas se mentir, c'est pas vraiment la gauche. Hein. Ah, par contre, il y a de la politique dans mon truc. Et puis le cinéma des années 70 se clôt avec l'ère Reagan, même si, on va le voir, le cinéma des années 70 est sûrement mort avant, pour une raison qu'on explorera à la fin, qui est une surprise. D'autres époques, évidemment, par exemple, comme je disais tout à l'heure, les années 90, par exemple, quand on me dit, ouais, mais les années 90, ouais, bah, les années 90 sont encadrées par 2 effondrements. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire que vous avez l'effondrement du mur de Berlin en 89 et des Twin Towers en 2001. Ça, c'est très tangible. C'est-à-dire que la société américaine connaît 2 chutes. La chute de sa vision du monde extérieur et la chute de sa propre vision de la société telle qu'elle la conçoit. Donc les années 90 arrivent entre ces 2 pôles. Ce qu'on a appelé le cinéma pré-code, c'est-à-dire, je ne vais pas le détailler, mais un cinéma assez libre dans l'histoire du cinéma américain est vraiment encadré par, d'un côté, la crise de 1929 et de l'autre, la restauration de l'économie américaine très progressivement par le New Deal de Eisenhower. Non, c'est Roosevelt, pardon. Ah oui. Pareil, pour la nouvelle vague, ce qu'on appelle la nouvelle vague en France, on constate qu'elle naît en 1958 et qu'elle s'arrête grosso modo vers 67-68. Si on veut, on peut se rendre compte que 58, c'est ce qu'on a appelé le premier putsch d'Alger, c'est-à-dire vraiment la radicalisation de la guerre d'Algérie, et que 68, c'est un an avant le départ de Gaulle. 58, c'est aussi la 5e République. Et enfin, par exemple, si on regarde le cinéma hongkongais, on peut voir que dans le grand cinéma hongkongais des années 90 est encadré par 2 dates, hein, qui est d'un côté les événements de la place Tiananmen qui vont vraiment changer la façon de faire du cinéma là-bas, créer un sentiment d'urgence, couplé avec la conscience du fait que la rétrocession de 1997 sonne la fin d'une industrie. Donc entre un choc, entre la prise de conscience de ce que représente la perspective de redevenir chinois au sens continental du terme, et la certitude que cette échéance va arriver avec 1997, on a une période bien précise qui va sans doute expliquer en partie l'identité de ce cinéma. Ça, ce sont des exemples qui permettent de se rendre compte qu'on peut quand même trouver des repères tangibles pour délimiter une époque. Mais une époque reste en construction, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces repères, un certain nombre d'événements vont se surajouter pour préciser son identité et modifier peu à peu la manière dont elle va influer sur le cinéma. Si on reprend l'exemple des années 70, un certain nombre d'événements vont beaucoup influencer. Par exemple, bon, il y a l'assassinat de Kennedy, c'est une chose, mais il y a un autre événement plus important encore que l'assassinat de Kennedy sur le cinéma, qui est la diffusion du film d'Abraham Zapruder à la télévision américaine. Donc le film d'Abraham Zapruder, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est ce fameux film de 26 secondes. Donc Abraham Zapruder, c'est un couturier pour femmes qui a filmé l'assassinat de Kennedy. Donc il est les seules images que l'on connaît de la mort de Kennedy dans sa voiture, sa cervelle qui saute sur le capot arrière, ça c'est Zapruder qui le filme. Et le film a mis des années, parce qu'il était saisi par les services secrets, a mis des années à être diffusé à la télévision. Pourquoi ça a été un choc, cette diffusion télé, outre le fait que les gens découvrent la cervelle du président américain, ce qui pour Torrey explique la naissance du gore dans le cinéma américain. Mais il y a aussi autre chose, c'est la naissance de la paranoïa, parce qu'ils vont se rendre compte assez rapidement que le film a été modifié. Et qu'un photogramme en particulier, je ne me rappelle plus de son numéro, un photogramme a été inversé.
Ah, c'est très subversif ce que je dis ce soir. Mais un photogramme a été inversé qui change le sens dans lequel la tête du président bascule. Voilà. Et il a été inversé de manière à ce qu'on ait le sentiment que sa tête bascule d'arrière en avant. Donc il a été tué par un tireur. Mais si elle bascule d'avant en arrière, ça veut dire qu'il a pris la balle de face. Donc la théorie du tueur isolé ne marche pas. Quoi qu'on en pense, le fait d'avoir changé le sens du photogramme génère de la suspicion, génère du doute. On commence à se dire, on nous ment, on nous cache des choses. Et évidemment, à ça va s'ajouter l'affaire du Watergate. Donc, ça pour dire que l'époque continue de se construire à l'intérieur de ses repères. Les années 70 sont définies par une dominante, on va dire, contestataire, anti-guerre du Vietnam. Et on va voir que c'est un cinéma grosso modo de gauche, de vraie gauche celui-là. Mais en revanche, c'est un cinéma qui est travaillé par des thèmes qui évoluent constamment et qui vont s'exprimer de façon qui se développe avec des événements qui continuent de se dérouler durant cette période. Ce qui va donner un certain nombre de films très parano aux États-Unis, comme Soleil Vert, Night Moves, très très bien, et puis À cause d'un assassinat, par exemple, et il y en a beaucoup d'autres. Je ne vais pas trop m'attarder, je suis désolé, j'accélère un peu, même si cette image est incroyable, mais ou celle-là, je ne peux pas vous parler de l'ère pré-code en 3 secondes, donc je vais le passer, mais grosso modo, le cinéma pré-code, c'est le cinéma de 1929 à 1934, d'une liberté d'expression totale, et qui va s'arrêter par une date butoir brutale, qui est le code ICE de la production, donc qui nous renvoie aussi à ce que tu disais tout à l'heure, c'est les cinéastes font aussi ce qu'on leur autorise à faire. Et là, en l'occurrence, bon, le code ICE, j'en parlerai une autre fois. Et puis, la chute du mur et la démission de Gorbatchev, c'est-à-dire la fin de l'Union soviétique, c'est aussi la fin, comme je disais, d'un monde bipolaire, c'est la naissance d'un monde confus, où l'ennemi est incertain. On ne sait pas réellement qu'est-ce qu'on combat, donc on a beaucoup plus de mal à se définir par rapport à cet affrontement. Ce qui va donner, tout au long des années 90, un nombre assez conséquent de films qui doutent de ce qu'ils disent eux-mêmes et qui doutent même de la manière dont ils sont conçus. Le film devient lui-même sujet à doute. On s'interroge. Un personnage peut prendre le contrôle d'une œuvre. Un personnage peut nous mentir intégralement. Tout un film est-il une mise en scène ou la réalité, ou les deux en même temps? Ce doute est la naissance d'un doute plus général, plus global, qui est celui d'une société qui a beaucoup moins de facilité à se cristalliser autour d'un ennemi identifié. Allez, pour se faire plaisir, parce que mon ami Fabrice est à l'arrière, donc on va parler de ce que j'appelle l'époque par soustraction. Très rapidement, c'est l'époque que l'on définit, que moi je définis avant tout comme précisément un peu absente. Par exemple, le cinéma des années 80, alors je parle plutôt d'une époque définie par des films. Le cinéma des années 80 au Japon est une période un peu étrange où on a du mal à comprendre exactement ce que ce cinéma veut dire. On a le sentiment que quelque chose est en train de réémerger, mais on ne sait pas exactement dans quelle direction il va. Or, la décennie précédente se termine avec quelques films radicaux, dont celui-ci que j'aimerais bien montrer un jour, qui s'appelle L'homme qui a volé le soleil, qui montre un jeune japonais qui fabrique dans sa cuisine une bombe atomique. Et sans aucune raison. Et quand il fabrique cette bombe et qu'il appelle la police en disant « J'ai une bombe, je vais la faire péter, qu'est-ce que vous voulez ?» Il dit « J'en sais rien ». C'est un rebelle sans cause. Ce qui en dit long sur l'errance de la société japonaise après l'échec des révoltes des années 60. Il n'y a plus, on a envie de se révolter, mais on ne sait plus pourquoi on le fait. La conclusion de ce film, c'est que la bombe va exploser, mais au moment où elle explose, le film s'arrête. On n'a pas l'explosion. Comme si le film nous disait, il faut que quelque chose pète. Et rien ne pète. Il faut attendre 10 ans. Je vous expliquerai les Rolling Stones pourquoi. Il faut attendre 10 ans pour que ça pète. C'est que je pense que Akira, que Otomo a été profondément travaillé par l'homme qui a volé le soleil. Je pense que c'est un des films fondateurs, un des films les plus inspirants d'Otomo pour son manga d'abord et pour son film ensuite. Et que quelque part, Akira, c'est l'explosion qui n'arrive pas à la fin de l'homme qui a volé le soleil. Ça veut dire que pendant 10 ans, on attend que quelque chose arrive. Et ce quelque chose n'arrive jamais. Et je vais vous expliquer les Rolling Stones. Ouais.
On avait dit, il n'y a qu'avec moi qu'on pose des questions pendant que je parle. On se Non, permet tout. Juste pour ajouter un petit fun fact, le design de la bombe de l'homme qui a volé le soleil, enfin, effectivement, le film a beaucoup inspiré Otomo, mais il s'en est aussi inspiré pour d'autres œuvres qu'il a fait ensuite. Je pense Ou même notamment avant. à Steam Boy, Ouais. qui a repris littéralement le design Ouais. de la bombe pour l'objet. Et même principal du avant, film. t'as raison, mais il y a un comics qu'il a fait avant Akira, où on retrouve ce design. Et d'ailleurs, la sphère dans laquelle Akira est enfermée, elle-même est très inspirée du design de la bombe. Tout à fait. Pourquoi les Rolling Stones? Déjà, pour faire durer trop longtemps la conférence, tu veux dire 50? Oh non, c'est pas possible. Et parce que dans le film, en fait, la seule chose que le terroriste trouve à dire, c'est bon, bah alors, faites venir les Rolling Stones au Japon. Du coup, petit hommage de Mick Jagger des années plus tard à l'homme qui a volé le soleil. Voilà. Et puis, pour conclure sur cette partie seulement, je suis désolé, ça va être long. Ouais, mais c'est bon. Pour une cinéphilie transverse, ici, un aspect important, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la cinéphilie ne peut plus simplement être abordée par des avis positifs ou négatifs. Comprendre un film, c'est véritablement comprendre l'époque dans laquelle il vient s'inscrire. Je ne vais pas pouvoir développer ça puisqu'on me met la pression. Voilà ce que j'écris. D'où la nécessité de repenser l'analyse de film sous un angle systématiquement historico-social. La somme d'œuvres existantes rend l'appréciation indépendante d'un film assez dérisoire, de même que sa comparaison avec d'autres films est insuffisante si elle n'ouvre pas sur une big picture contextualisée. Débrouillez-vous avec ça. Et pour terminer, d'abord j'aime bien cette photo. Donc travailler avec son époque, est-ce que c'est possible? Travailler avec son époque, ça veut dire d'abord, fort de tous ces constats, on peut déjà dire qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous sommes à l'intérieur d'une époque, que celle-ci a eu un début et qu'elle aura une fin. Déjà, la grande question est de pouvoir identifier ce point de départ et ce point de sortie. C'est très compliqué à faire tant qu'on n'a pas le recul nécessaire. Peut-être, ou pas. Peut-être qu'il n'est que le symptôme d'autre chose. Alors, attendez, ce qui m'énerve. Alors, on peut avoir l'illusion, je vais être obligé de zapper une partie à cause de toi, on peut avoir l'illusion de comprendre son époque. Parce qu'on nous donne constamment, les médias nous donnent des avis qui nous somment de réduire l'époque à un certain nombre de paramètres, à un certain nombre de tendances. Être de son temps, c'est faire ceci, ne pas penser cela, etc., etc. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. On peut croire qu'en suivant ce type d'injonction, on est de son époque. Or, on est peut-être déjà has-been. Pourquoi? Alors malheureusement, j'allais vous parler de Marvel. Et c'est dommage parce que j'ai une analyse marrante là-dessus. Bon, bah très rapidement, on peut constater déjà que pour moi, le MCU est une entreprise qui consiste à nous faire croire à la pérennité d'une époque qui en réalité a changé. C'est-à-dire que le MCU commence avec Iron Man en 2008, c'est l'année d'élection de Barack Obama. Et donc, on est sur... Non, mais d'ailleurs j'ai la preuve. Là, voilà. Donc, il est pixelisé parce que j'y crois pas trop. Et donc, Iron Man, Barack Obama la même année. On est sur un MCU qui démarre comme un cinéma placé sous ce symbole-là. Qu'est-ce que c'est que ce symbole? C'est-à-dire, le cinéma Obama serait... On croit à nouveau aux héros américains, après la longue période qui a suivi la chute des tours, où là c'était un peu dur. On croit à nouveau aux héros américains, mais uniquement à un type de héros, un héros qui s'excuse un peu. Tony Stark s'excuse d'avoir fabriqué des armes. On veut bien que Captain America ait le drapeau américain sur son bouclier, mais il est un peu un paria aussi, et puis il passe un peu son temps aussi à s'excuser. On est sur un cinéma qui accepte l'héroïsme, s'il est un peu repentant, s'il baisse un peu la tête et s'il est mis sous contrôle. Hein. On a le Shield, on a, comment il s'appelle, le mec au bandeau, Nick Fury, c'est un peu un papa qui garde ses petits fistons en laisse. Ils restent sous contrôle d'une autorité. Donc là, ça va, l'héroïsme, c'est OK. Manque de bol en 2016. En 2016, on n'est pas tout à fait raccord, je suis désolé. T'arrives pile au bon moment. En 2016, les choses ne se passent pas exactement comme prévu, c'est-à-dire que
une élection surprise arrive qui est celle de Donald Trump. Ce n'est pas forcément ce qui était prévu. Et donc ce qui va arriver, c'est que, à mon avis, le personnage de Thanos, pour moi, c'est la représentation de Donald Trump par Marvel. C'est-à-dire, on est obligé d'accepter l'idée qu'il y a un certain nombre de gens qui pensent qu'il a raison. On ne peut pas le réduire simplement à un vilain caricatural. Donc on dit de lui qu'il a une certaine puissance et qu'il a raison, mais à la fin, il a vraiment tort. On récupère Trump en faisant un vilain que l'on fait semblant de justifier pour mieux finalement l'abattre. Donc, c'est une tentative de maintenir l'ère Obama dans le MCU, en dépit du fait que des soubresauts agitent la société américaine, mais le MCU essaye de nous faire croire à une continuité. Et ça ne s'arrête pas là. Puisque lorsque Biden arrive au pouvoir, ouais, c'est Biden. Lorsque Biden arrive au pouvoir, comment va réagir Marvel? Bien embêté. Ils vont essayer de créer un méchant, et ce méchant n'est ni bon ni méchant. On ne sait pas exactement ce qu'il est, c'est extrêmement vague. On n'a jamais très bien compris ce qu'ils allaient en faire. Un peu à l'image de ce que représente la société américaine à ce moment-là. Or, aujourd'hui, ce méchant va être remplacé par un autre. Et il arrivera quand? À peu près au moment des prochaines élections américaines. Donc peut-être que ça, c'est le prochain Donald Trump du MCU. C'était ma petite analyse totalement gratuite. Alors, ici, un dernier point très important, et après je m'éclipse. C'est pas vrai, il y en a 2, 3 autres. Mais l'époque, c'est un multivers pour moi. Là, j'essaie de faire MCU. Et là, je vais aborder la raison d'être de cette conférence. L'époque est un multivers, c'est-à-dire que plusieurs époques coexistent au même moment. C'est pour ça que je dis que quand vous êtes à la mode, vous êtes peut-être déjà obsolète. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut voir de 2 façons différentes. Certains films sont porteurs d'une époque passée, mais arrivent à la faire survivre un peu en s'adaptant à leur temps. Comme par exemple Robocop, un vrai film des années 70, mais dans son propos, dans sa radicalité, dans son refus du système, mais totalement marketé pour être accepté dans le contexte du cinéma des années 80. Contre-exemple, Police fédérale Los Angeles, dont je parlais tout à l'heure, tentative de faire du cinéma des années 70 dans les années 80, mais rejet par le public. Et vous avez l'inverse, et là c'est vraiment très important ce que je suis en train de dire. C'est en fait, le seul truc à retenir, c'est ça. En 1974, vous avez un film qui va cartonner grave aux États-Unis. C'est un carton total. Ça s'appelle Death Wish, le justicier dans la ville, avec Charles Bronson. C'est un architecte, donc oui, il joue un architecte. C'est un architecte dont on tue la femme, viole la fille, il prend un flingue de pionnier des années 1830. On va passer sur la symbolique. Et il se met à buter des voyous. Et jamais les assassins de sa femme. Donc c'est super intéressant. C'est-à-dire que son action est purement idéologique, elle n'est pas vengeresse. Carton total. Pourtant, on est à une époque dominée par le nouvel Hollywood, qui est un cinéma pétri de valeurs de gauche. Donc ça, c'est pas bon. Hein. Ça, c'est niette, ça. Hein. Et pourtant, ça cartonne. Torret, parce que là, il faut rendre quand même à Torret le génie de son analyse. Torret explique. Je trouve ça incroyable. Il explique qu'en fait, oui, le cinéma américain est dominé par une vision démocrate, de gauche plutôt, des choses, mais qui est président à ce moment-là? C'est Nixon. Qui est dominant dans les urnes? C'est les électeurs de Nixon. Donc, républicains. Ils n'ont pas leur cinéma. Leur cinéma, ils n'ont pas de film pour eux. Arrive ce film, qui est un carton total, et qui sera suivi d'autres films qui, a priori, n'ont rien à voir, comme American Graffiti de George Lucas, ou la même année, en fait, ou Les Dents de la Mer, et il fait une autre analyse qui est... Enfin, George Lucas a toujours dit qu'il avait fait American Graffiti et Star Wars par rejet du nouvel Hollywood, parce qu'il détestait la noirceur de ce cinéma, il voulait faire quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc souvent, il est associé au nouvel Hollywood. Alors en fait, c'est un cinéaste qui travaille contre. Et même chose pour Steven Spielberg, qui est un cinéaste totalement anti-nouvel Hollywood.
Et donc, ces réalisateurs-là sont en train de poser les bases de la décennie d'après. Elle est déjà en train d'inséminer dans les années 70. On est en plein milieu des années 70, le cinéma des années 80 est déjà en train d'arriver. Pourquoi c'est très important ? Ça veut dire qu'à une même époque, dans un même laps de temps, vous pouvez avoir les dernières traces, les restes de la décennie d'avant. Et vous pouvez avoir les prémices de celle qui suivra. Pourquoi est-ce que je parle ? Je te jure que j'ai quasiment fini. Qu'il faut équilibrer les époques. Ça, c'est ce que je pense être une direction à creuser. Sachons observer notre présent et en déduire quelles époques s'y superposent et s'y affrontent. Un artiste contemporain se doit d'identifier le fond de sa démarche, la dynamique dans laquelle il est amené à s'inscrire, et intégrer un peu de l'époque qui n'est pas la sienne afin de mieux négocier les virages qui lui soient favorables ou non, et ainsi envisager son travail d'artiste dans la durée. Ça revient donc à dire que si vous pensez comme l'époque, bravo, mais vous savez déjà que de toute façon, cette époque va prendre fin. Si vous pensez contre l'époque, peut-être que vous êtes déjà à l'avant-garde de l'époque suivante. Donc, ne limitons pas le temps à des injonctions que l'on nous fait, sachons regarder toutes les couches d'influence que les époques exercent sur nous à un moment donné. Plusieurs histoires s'écrivent en même temps. Et j'allais dire, le cinéma est-il une époque révolue ? Parce que j'aime bien terminer sur une note joyeuse. Si vous avez des difficultés à cerner les époques les plus récentes, si vous avez le sentiment qu'elles se distinguent de moins en moins, c'est sans doute mauvais signe. Car des époques qui se confondent témoignent peut-être d'un temps de renouvellement des formes trop long, ce qui revient à dire que tout commence à s'équivaloir. Il n'y a plus de phase nette qui valide certains artistes et en rejette d'autres. Tout est à la fois validé et rejeté dans une indifférenciation générale. D'aucuns diront, c'est ma petite... D'aucuns diront que cette indifférenciation annonce une dépossession pure et simple, peut-être par la machine. Avènement d'une époque autosuffisante qui pour la première fois deviendrait l'auteur unique sans médiation humaine. Le temps s'adresserait alors à nous directement, mais n'oubliez pas que les époques sont multiples et qu'elles coexistent et que le temps est sans pitié. Bravo, merci.